Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Salut Anthony, ça va super et toi? Ça va, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avec grand plaisir, merci pour ton invitation. Je t'en prie. Alors, j'aimerais faire cette interview en deux parties. Ouais, On va commencer par la première partie déjà. La première partie, c'est plutôt sur toi, ton parcours, sur tes réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube, sur tes objectifs. Et la deuxième ouais, partie, c'est plutôt parler d'alimentation et de santé. très bien, ça me va. Bon, parfait. Alors, première question, peux-tu te présenter et présenter ton parcours et ton expérience, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je suis Guillaume Philgood, naturopathe, coach sportif diplômé d'État et thérapeute énergéticien. Donc c'est assez large. L'idée, c'était d'avoir plein de casquettes pour avoir les outils les plus globaux possibles pour permettre d'aider un maximum de gens justement avec plein d'outils différents. Parce que des fois, bah, tu as un outil qui convient pas à une personne, mais un autre qui va très très bien lui convenir. Donc l'idée, c'était d'avoir toutes ces casquettes-là. Maintenant, ça fait, je crois, 8 ans que je propose du coup mes conseils en santé naturelle sur Internet. J'ai commencé par un blog que j'ai toujours d'ailleurs et qui s'appelle monsieurbienêtre.fr. Et ensuite, un an après, j'ai démarré mes vidéos sur YouTube, pareil, dans lesquelles je partageais mes conseils. Donc, ça fait du coup 8 ans que je propose ça et que j'aide les gens du coup à travers différents procédés, à la fois mes réseaux, donc blog, YouTube et les réseaux de manière générale, et puis aussi à travers des consultations que je fais essentiellement en visio ou des programmes de mentorat, donc des suivis un petit peu plus longs dans lesquels j'accompagne les gens. Voilà. D'accord. Alors, bien sûr, dans la description, je mettrai les liens de tes réseaux sociaux, de ta chaîne YouTube et de ton site Internet. Merci. Avec plaisir. Et comment te contacter pour toute demande d'information, de coaching ou autre? Pour me contacter, c'est super simple. Il suffit d'aller sur mon site, du coup, ben, que tu mettras en description, et aller dans la page de contact. Il y a un petit formulaire qu'on peut remplir selon la demande, et puis voilà, il suffit de m'écrire et j'essaie de répondre au plus vite, selon le temps que j'ai à disposition, puis les messages que je reçois, tout simplement. D'accord. Ensuite, quels sont tes objectifs et tes ambitions pour le futur? Oh, comment dire, bah, c'est pas compliqué, entre guillemets, on est tous un peu plus ou moins pareil, c'est toujours plus. Dans l'idée, c'est pouvoir envoyer toujours plus d'informations autour de moi, parce qu'évidemment, on a tous l'impression qu'on a une réalité, une vérité qui est à partager et bonne à partager. Et donc, c'est vraiment mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir partager cette vérité au plus grand nombre possible pour donner finalement les clés de la santé à n'importe qui. Mon idée, moi, vraiment, c'est de pouvoir permettre à chacun de s'autonomiser par rapport à sa santé. Aujourd'hui, c'est une problématique qui est trop récurrente, c'est qu'on est dépendant d'un système, on est dépendant de médicaments, on est dépendant de choses pour entretenir sa santé. Or, c'est entre guillemets, pour moi, c'est une facétie, c'est pas vrai, et on a besoin d'autres, enfin, de prendre cette responsabilité sur sa santé et qu'on a tous en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de s'informer et c'est moi mon objectif le plus cher, informer les gens. D'accord, très bien. Mais moi, justement, ce qui m'a plu chez toi, c'est que j'ai quand même analysé et je connais pas mal de coachs sportifs ou de nutritionnistes qui, effectivement, font de la remise en forme, vont faire des programmes d'entraînement, de nutrition ou autres, vont donner des conseils aux gens, mais il n'y a jamais l'aspect santé. Quand tu regardes, mais même plein de sportifs, de grands sportifs font n'importe quoi. Je critique et à raison. Ils peuvent ne pas être contents de ce que je dis, mais je l'assume. Quand je vois toutes les merdes que beaucoup de sportifs ingèrent, quand je vois des Monster Zero, des Red Bull ou des conneries comme ça, ou il y a des marques que je vais pas citer, de compléments alimentaires, ou même des grands youtubeurs qui sont très connus et qui créent leur propre marque de compléments alimentaires et qui sont pas capables de faire l'effort de ne pas mettre de mauvais additifs pour la santé des gens. Tout à Je fait. trouve qu'il y a un problème. Alors, je sais qu'on va me dire, oui, mais c'est approuvé par les autorités sanitaires. OK, c'est approuvé, certes, et soit, mais, et on va me dire, tout est une question de dosage. Ah ouais, mais alors quand on retrouve tel ou tel édulcorant artificiel dans la whey protéine qu'on prend, quand on le retrouve dans le booster de pré-entraînement qu'on prend, quand on le retrouve dans toutes les autres conneries qu'on a dans l'alimentation,
et qu'en plus de ça, quand dans ton pain de mie, tu retrouves de l'aluminium ou d'autres merdes dans le genre, en fait, tu fais un cocktail de plein de choses et tu dépasses les doses, tu dépasses les recommandations. C'est Et très très juste ce que tu dis. tous ces sportifs, ils n'ont pas ça à l'esprit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit plein de sportifs, parce que moi, j'en ai connu quelques-uns quand même, hein, qui, au bout d'un certain temps, à 40, 50 ans, chopent un cancer de la gorge, de l'estomac, des poumons, alors qu'ils ont, soi-disant, selon eux, une vie saine et qu'ils ne fument pas. Ben ouais, mais il y a certains édulcorants artificiels qui peuvent te donner des cancers des poumons. Le fait de trop manger, de manger en excès ou de manger trop de conneries peut te donner un cancer de l'estomac ou du pancréas ou du foie, et tout ça, ils l'ont pas à l'esprit. Et s'il y a des cancers, c'est bien qu'il y a une raison. Tu vois, c'est pas, il y a des gens qui se sortent des conneries du style, il y a plus de cancers, mais c'est parce qu'on est plus nombreux sur Terre. Ben non, de base, c'est pas normal d'avoir un cancer. Donc, c'est Exactement. bien qu'il y a des causes. Et, et voilà, c'est pas un coup de gueule ou autre, mais c'est vrai Mais c'est que justifié, tu as raison. c'est vrai que toi, quand je vois par rapport, ben déjà avec les marques avec lesquelles tu travailles et ta philosophie et ton état d'esprit, je vois que, je vois que ça transpire l'honnêteté, la bienveillance et voilà, moi, c'est ce qui m'a plu chez toi. C'est Je te pour ça que remercie. ben, avec plaisir. C'est pour ça que, ouais, j'ai souhaité faire une interview de toi et que je suis très attentivement ce que tu fais depuis un moment parce que, voilà, franchement, bravo pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Merci beaucoup. Ça me touche Avec beaucoup. plaisir. Merci. Avec plaisir. Et je vais continuer les questions. Je t'en prie. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube et pourquoi l'avoir créée? Et aussi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les gens devraient venir sur ta chaîne YouTube et également quelles sont les vidéos que tu as ajoutées dont tu es le plus fier? Bon, alors ça fait pas mal de questions. Commençons. Je répéterai hein, si tu veux. Ça marche. Commençons par la première. C'était Comment t'es venue l'idée de comment créer m'est ta chaîne venue l'idée YouTube? de faire la chaîne YouTube? Alors, la chaîne YouTube, ça m'est venu en fait un petit peu naturellement. Ça faisait un an que j'avais mon blog parce que j'adorais écrire. Donc, je me suis dit, bon, ah, c'est génial, je vais commencer par écrire. C'est le moyen que je préfère pour communiquer. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est limitant. J'ai envie d'avoir une relation différente avec mon audience, c'est-à-dire ben, déjà entre guillemets de mettre un visage sur ces mots et puis aussi de pouvoir échanger plus directement à travers les commentaires YouTube. C'est hyper facile d'échanger. Sur un blog, je trouve que c'est plus limitant. Et donc, je me suis dit, ah, je vais faire ça. Et puis, bien sûr, dans ma tête, j'avais aussi l'idée de partager le message de manière encore plus importante. À l'époque, on était donc en 2015 ou 2016, je sais plus trop, mais c'était vraiment un enjeu, ça. C'était YouTube, c'était les débuts un peu de l'explosion. Il y a de plus en plus de gens qui le faisaient. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, parce que derrière, je vais me faire noyer si je le fais plus tard. Et donc, je me suis dit, allons-y. Et je me suis mis à faire donc une vidéo semaine, en plus d'un article semaine, pour partager encore plus ces conseils. Ça, c'était pour cette question et comment ça m'est venu. Ensuite, ton autre question, c'était Alors, la première, comment t'es venue l'idée de créer ta ouais. chaîne YouTube et pourquoi l'avoir créée? Et ensuite, explique-nous pourquoi les gens devraient venir sur ta chaîne. Pourquoi ils devraient venir sur cette chaîne? Facile. Si ils ont un besoin quelconque de santé, que ce soit en prévention déjà, parce que la prévention, c'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. C'est à quoi ça sert d'attendre qu'on ait un bras qui pète, autant prévenir et le renforcer avant pour éviter qu'il pète. Donc ça, vraiment, c'est la base de la base pour moi, et on l'oublie trop aujourd'hui. Ça, c'est un truc qui est hyper, que tu retrouves à fond en Orient. C'est en Orient, ils sont hyper dans la prévention. La médecine traditionnelle chinoise, c'est la base de ça. C'est vraiment si tu viens voir ton médecin pour être en bonne santé, et non pas quand tu es malade. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important et qu'on n'a pas assez aujourd'hui. Donc, premièrement, pour se prévenir au niveau de sa santé. Deux, pour entretenir sa santé et surtout traiter ses problématiques soi-même. Comme je l'ai dit, c'est vraiment l'idée de s'autonomiser. C'est que on n'a pas besoin de dépendre de cachets. Les cachets, ils sont là pour traiter des symptômes. Moi, ce que je propose, c'est de traiter la cause des maux. C'est qu'est-ce qui fait que le symptôme arrive. Et le symptôme est toujours un message du corps. Donc, en ce sens, on va chercher à comprendre ce message du corps pour aller à son origine, à sa racine, et le traiter pour ne plus jamais qu'il réapparaisse. Parce qu'une fois qu'on a compris le mécanisme, eh bien, il apparaît plus jamais, puisqu'on l'a traité au fond. Donc ça, c'est vraiment important. Et le simple message, c'est vraiment
s'autonomiser, c'est prendre les clés de sa santé en main. Voilà. Ni plus ni moins. D'accord. Et si ça intéresse n'importe qui, je les invite à venir sur cette chaîne YouTube. Et voilà. D'accord, très bien. Et la dernière question, c'était quelles sont les vidéos que tu as ajoutées dont tu es le plus fier? C'est très très difficile à dire parce que en réalité, chaque vidéo que je sors, je sens que c'est le bon moment pour la sortir. Et je dirais tout de même qu'il y en a deux qui me plaisent beaucoup. C'est deux vidéos qui se sont succédées. Il y a une vidéo, c'était comment guérir plus vite. Enfin, je crois que je l'ai intitulé comme ça, je me rappelle plus vraiment, mais ça expliquait le concept de barre d'énergie qui pour moi est essentiel. En gros, dans cette vidéo, je vais juste spoiler le truc, mais j'explique que le matin, on se lève tous avec une espèce, comme dans les jeux vidéo, une espèce de barre d'énergie au-dessus de la tête, un peu comme notre barre de vie, quoi. Et plus la journée avance, plus cette barre d'énergie, elle descend, elle descend, elle descend en fonction des actions que l'on fait, en fonction de l'état de son organisme, en fonction de plein de choses, des paramètres de notre vie. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que notre santé, elle repose largement sur cette barre d'énergie. Et que si le matin, on se lève avec 50% d'énergie parce qu'on a une pathologie ou parce qu'on est crevé par sa vie, parce qu'on n'aime pas sa vie, parce que, pour plein de raisons, eh bien, il faut comprendre qu'on démarre avec 50%. Et donc, l'idée, c'est de finir la journée quand on va se coucher avec 1% et pas avec moins 12. Et c'est juste comprendre que c'est vraiment une gestion de son énergie, déjà sa santé, pour pouvoir permettre à son organisme de répondre à toutes les problématiques qu'on va lui proposer dans la journée. Donc c'est une espèce de vue très très large de la santé pour juste comprendre déjà ce schéma, cet échange d'énergie permanent qui existe entre jour et nuit. La nuit, on recharge la batterie et dans la journée, on la consomme. Et parfois dans la journée, on fait des choses qui nous plaisent. Parfois dans la journée, on recharge aussi son énergie par une alimentation qui est porteuse pour notre corps. Voilà, on peut avoir des petites reboosts comme ça dans la journée. Et puis la nuit, voilà, on refait le reset. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui consomment leur énergie à la vitesse de la lumière, déjà parce qu'on est ultra stressé toute la journée. Donc la barre d'énergie, elle fait déjà. Et à midi, les gens, ils ont juste envie de dormir parce qu'ils sont déjà éclatés, parce qu'ils n'ont pas assez dormi, parce qu'ils ont mal mangé, parce qu'ils sont super stressés, parce que plein de raisons. Un état émotionnel chronique qui est à l'intérieur et qui le comprime et du coup qui crée des tensions. Il y a plein de causes possibles. Donc voilà, ça c'est vraiment la vidéo dont je suis assez fier parce que pour moi, elle est porteuse d'un message très fort. Et d'ailleurs, cette vidéo n'a pas assez de vues. Donc n'hésitez Mais pas justement, je vais à la mettre le lien regarder. dans la description. Pour moi, c'est vraiment important ce message, déjà comprendre ça, que déjà la santé repose sur ce schéma très très simple. Et après, on pourra rentrer dans les détails, évidemment. D'accord, très bien. Merci. Voilà. Et ensuite, alors là, j'ai plusieurs questions. Pour finir cette première partie, tu Parfait, es affilié à des marques de compléments alimentaires. tout à fait. Peux-tu nous indiquer pourquoi ces marques et comment acheter les compléments alimentaires que tu recommandes? Tout à fait. Comment les acheter, c'est-à-dire le moyen, ou c'est plutôt comment on fait pour trouver le bon? C'est quoi Plutôt le moyen. le Plutôt le moyen? Ok. moyen. Ouais, tu as des liens d'affiliation. Tout à fait, ouais, exactement. Tout est sur mon site. Bah, répondons déjà à cette question. Tous les liens de ces partenaires sont sur mon site. On va dans le footer, donc dans tout le bas du site, et il y a un petit lien partenaire dans lequel je référence tous les partenaires avec les avantages, si parfois il y a des avantages qui sont proposés. Voilà. Ces marques de compléments, déjà, il y a une chose à comprendre, c'est que c'est pas elles qui m'ont choisi, c'est moi qui les ai choisis. C'est-à-dire que souvent, quand on est voilà sur les réseaux, ben, on se fait contacter par des marques et ils nous disent ah tu veux pas recommander notre produit, vas-y, c'est hyper intéressant et tu as une commission et tout. Il y en a plein qui fonctionnent comme ça. Personnellement, j'ai pas fonctionné comme ça. Personnellement, j'ai dit je veux bosser avec lui, je veux bosser avec lui. Je les ai contactés directement et j'ai dit bah est-ce que vous voulez bosser avec moi? Donc c'était l'effet inverse et donc ce qui fait que j'ai personnellement choisi la qualité des produits que je recommande. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment 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 important, c'est de pouvoir juste proposer un message qui vient de toi et non pas forcément de l'autre. Après, il y a aussi des partenaires que j'ai eus qui m'ont démarché, mais bien évidemment, j'ai eu la même démarche. Je suis allé voir les produits, je suis allé regarder la composition des produits, parce que c'est bien là le nerf de la guerre aussi aujourd'hui. C'est qu'on peut avoir une super façade, un super site bien vert, bien magnifique, bien santé. Si derrière, dans la composition des produits, on retrouve des additifs, des excipients qui sont nocifs pour la santé, bah, moi, j'en veux pas, ça dégage. Voilà, c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Donc voilà, je recommande à n'importe qui de toujours, même si c'est pas mes partenaires, je m'en fous, hein, mais de regarder toujours la composition des compléments alimentaires avant d'acheter. Toujours.
systématiquement. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas besoin de vous y connaître en nutrition, s'il y a un produit que vous connaissez pas, n'achetez pas. Ça sert à quoi de mettre dans son corps des trucs qu'on connaît pas? Voilà. Ou alors on se renseigne, vous regardez vite fait. Il y a plein de sites maintenant sur Internet qui peuvent référencer les produits néfastes ou bons pour la santé. D'accord. Et il y a quoi comme marque? Il y a le laboratoire Santarel, Ouais, Nutrienco, Dinveo, exactement. Il y a d'Inveo, il y a aussi NutriPure, il y a exact, de Christophe NutriMuscle Cario. de Christophe Cario, il y a NutriMuscle aussi. Après, il y a d'autres. Hein. Il y a des Alors, herboristeries. Je bosse notamment avec une herboristerie. Ouais, dis-moi. pardon, pourquoi Nutrimuscle? Parce que Nutrimuscle, ils n'ont pas que des bons produits. Ben justement, il y a des très très bons produits et des produits que je recommande pas, que je mets D'accord. pas en avant. En fait, c'est vraiment pour moi, c'est très très important d'avoir une sélection qui soit large. Par exemple, leurs oméga 3 sont très qualitatifs. Ils ont un taux de tox extrêmement bas. Ils ont le label EPAX, évidemment, qui est un label quand même hyper qualitatif sur le plan des oméga 3. Voilà, pour moi, c'est les meilleurs oméga 3 que j'ai trouvés chez Nutrimuscle. Et leur prix est relativement attractif. Donc, je trouvais très intéressant, bah, par exemple, de recommander ce produit. Après, effectivement, leurs protéines, je ne trouve pas qu'elles soient très intéressantes. Il y a des bons produits, mais voilà, il y en a d'autres qui sont moins intéressants et donc je ne les mets pas en avant, tout simplement. D'accord. Après, pardon, je t'ai coupé. Tu disais que tu Ah, je t'en prie. travaillais avec une herboristerie. Oui, une herboristerie qui est à Paris, qui s'appelle Herbonata. Voilà, j'ai différents partenaires comme ça qui se sont faits au cours du temps, en fait, un petit peu. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et après, pour le laboratoire Santarel, justement, Ouais, alors je me suis entretenu plusieurs fois au téléphone avec Dominique Fauve, donc le dirigeant, tout à fait, tout à fait. Ouais, et franchement, monsieur très charismatique et très intéressant. exactement. Très bonne marque, d'ailleurs. Tout à fait. Très bon Et, produit. ouais, et justement, je voulais savoir, pour quelqu'un qui découvre, admettons, Santarel, quel est le meilleur produit Santarel que tu conseilles d'acheter? Hmm. Alors, Parce que eux, en déjà, plus, ouais, ils ont une synergie de certains produits, tu vois, c'est c'est pas. ce que j'allais te dire. Ils ne bossent pas pareil que les autres marques. C'est-à-dire que les autres marques, tu vas acheter un magnésium, tu vas acheter un zinc, tu vas acheter une vitamine C. Eux, ils bossent pas comme ça. Eux, ils te proposent en fait des complexes. C'est-à-dire que tu as une problématique d'ostéoporose, bah, tu vas avoir Ostéorel, par exemple. C'est un produit qui va être exact, qui va contenir les actifs en fait déjà rassemblés pour toi, qui vont répondre à cette problématique d'ostéoporose, par exemple. Ou alors d'atteinte osseuse de manière générale. Hein. Tu vas avoir des problèmes qui vont, des compléments qui vont s'adapter à d'autres problèmes en particulier. Voilà, c'est toujours en fait adapté à une problématique. Donc, à qui je le recommande? Ben, à n'importe qui a une problématique ciblée. Le meilleur produit que je pourrais recommander, en fait, je peux pas t'en donner un parce que ça dépend de la problématique. Un meilleur produit pour moi serait pas un meilleur produit pour un autre qui aurait une autre problématique. Admettons quelqu'un qui est fatigué ou qui a mal à la tête. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui se réveillent qui ont souvent mal à la tête. Ouais, ben on peut, par exemple, prendre un Conirel. C'est un produit qui va justement permettre de booster tout ce qui est de la partie cérébrale. Ça peut être ça. En fait, il y a des produits, franchement, le site est relativement bien fait, il suffit de dérouler. On a la gamme, entre guillemets, des problématiques, et par rapport à ça, ben, on a une réponse avec un complexe déjà préparé. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Santarel. En plus du fait, alors là, pour le coup, c'est eux qui me l'ont dit à part, mais j'y suis sensible, vu que je suis thérapeute énergéticien, c'est qu'ils testent sur le plan énergétique la vibration, entre guillemets, de leurs produits. Alors, je sais que ça fera pas beaucoup sens peut-être auprès de ton audience, mais c'est pas grave, je mets la petite graine ici. Il suffit simplement d'être ouvert à ça, et puis voilà, après on y croit pas, peu importe. Mais pour moi, je sais l'importance que ça revêt, et je sais aussi à quel point c'est un plus. D'accord. Voilà. Et je crois que pour leur gamme, pour les sportifs, ils travaillent avec le. C'est l'ancien directeur du contrôle antidopage ou je ne sais plus Alors ça, je quelle sais pas te dire. fonction exactement, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est Ouais, quand même sérieux, c'est quoi. fort possible. Oui, c'est très sérieux. Puis en plus, ils ont toutes les certifications qu'on peut retrouver qui sont hyper importantes sur le plan des compléments alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, tu as des marques de compléments alimentaires qui naissent tous les jours et qui n'ont pas ces certifications qui sont si importantes. Et on ne sait pas. Donc voilà, c'est vraiment aussi important de prendre des labos qui sont sérieux en ce sens. Il y a des D'accord. contrôles. Très Voilà. bien, parfait. Merci. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. J'ai des questions C'est un peu parti. compliquées. Ah ben allons-y, là. De toute façon, il n'y a pas Alors, de souci. avoir une bonne alimentation, c'est quoi pour toi? C'est bah, très simple. Tu vois, c'est compliqué, mais c'est très simple. C'est trois piliers.
pour avoir une bonne alimentation et pas se prendre la tête, il faut manger un brut, c'est-à-dire que tu veux une purée de pommes de terre, bah, tu achètes une pomme de terre et tu la transformes toi-même en purée de pommes de terre. C'est que tu achètes l'aliment brut sous sa forme naturelle et c'est toi qui le transforme. Comme ça, au moins, tu contrôles en fait l'origine déjà et le processus de transformation. Ça, c'est une première chose. Tu manges brut, ensuite tu manges varié. C'est comme ça, en mettant de la variété tant sur le plan de la couleur que sur le plan de la nature des aliments. La couleur, bah, facile, tu fais varier, jaune, rose, vert, mauve, ce que tu veux. Et la nature, c'est tu fais varier, tu prends par exemple, bah, je sais pas, je prends un exemple à la con, une source de céréales, tu prends éventuellement un coup des légumineuses, un coup tu vas prendre une viande, un coup, voilà, et tu mets de la variété dans ton assiette, et ce à tous les repas. Et ça va te permettre, sans même y penser, de par la variété de couleurs et de nature, d'avoir des micro et macronutriments différents. Et donc en quantité suffisante. Parce que le corps, on pense toujours qu'il pense en termes de journée, qu'il réagit en termes de journée. Or, notre corps, il peut fonctionner très très bien sur une semaine, en fait. Sa référence, ça peut être une semaine. Et donc, si le lundi, on a mangé plein de protéines et que le mardi, on a mangé que dalle de protéines, bah, le corps, il s'en fout, en fait. Il fait cet équilibre sur un temps qui est plus long qu'une journée. Voilà, donc c'est important de comprendre aussi qu'il y a une logique qui est plus profonde que simplement, oulala, aujourd'hui, dans ce repas, tu n'as pas eu ton taux de protéines. On s'en fout. Le corps réagit différemment et pense différemment. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pardon, parce qu'on a dit brut, varié, et une fois que tu as mangé brut, varié, tu manges de qualité. Qu'est-ce que c'est de qualité? C'est déjà que tu vas pas acheter des produits transformés dégueulasses qui vont contenir des choses que tu ne connais pas ou des choses qui sont néfastes pour ton organisme. C'est manger le plus possible local, bio et de saison, parce que comme ça, au moins, quand c'est local, bah, tu limites déjà le transport de ta bouffe. Et donc, tu sais qu'elle n'a pas fait 8 milliards de kilomètres et qu'elle n'a pas chopé 25 fuseaux horaires dans la tête avant que tu la consommes. Parce que ça, malgré tout, sur le plan physiologique, même biologique, cellulaire de l'aliment, ça l'impacte. Et puis, un transport, c'est aussi un problème. De saison, bah, comme ça, au moins, tu sais que ça fait pas la saison dernière que ton aliment, il attend. Tu sais qu'il est plus frais parce qu'il est plus proche de son moment de cueillette, donc il a moins perdu sur le plan nutritionnel. Et puis, évidemment, biologique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un gros débat. Est-ce que bio, c'est vraiment mieux, pas mieux? C'est le moindre mal. Moi, c'est ce que je réponds toujours, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a un monde qui est de plus en plus pollué. Je vais en parler prochainement dans une vidéo d'ailleurs, parce que ça fait vraiment beaucoup de sens aujourd'hui. C'est qu'on a un monde qui est pollué, on n'y peut rien, on ne peut pas le dépolluer, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas aussi simple d'ailleurs. Et donc, ben voilà, on fait au mieux. Et donc, on achète le plus possible local, bio, de saison, comme ça. On réduit la potentialité d'ingérer des merdes, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Ensuite, d'ailleurs, pour revenir à quelque chose que tu disais, mais ça, justement, je vais en parler dans une vidéo que je vais ajouter sur les bodybuilders. Tu sais, il y a beaucoup de bodybuilders qui te disent il faut consommer des protéines toutes les 3 heures, sinon tu vas être en carence. Ouais. Bon, le truc, c'est que effectivement, 3 heures après avoir mangé, tu peux avoir digéré tes aliments, mais ça ne veut pas dire qu'ils auront été assimilés. Il y a des Exactement. choses que tu as mangées que tu manges maintenant, par exemple, peut-être qu'ils seront assimilés que demain ou après-demain. Ça ne veut pas dire que Exactement. tout va, même si tu les as digérés. Et ça, ils Tout ne le à fait. comprennent pas, en fait. C'est C'est pour ça ça. que beaucoup surconsomment, beaucoup font Exactement. Puis n'importe ça quoi. dépend de la capacité digestive et assimilatoire de chacun en fait, tout simplement. Tu peux avoir une personne qui a un système digestif qui est complètement flingué parce que justement, elle a consommé comme un malade de la bouffe, 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 sans s'arrêter pendant 25 ans. À un moment donné, le système digestif, il faut qu'il se repose, quoi. Donc ces personnes-là vont avoir beaucoup plus de difficultés à assimiler des nutriments qu'une personne qui veut manger normalement, en fait, tout simplement. Donc rien que sur ce plan-là, je pense que c'est fallacieux comme argument. D'accord, merci. Ensuite, alors, selon toi, un petit déjeuner est-il quelque chose d'essentiel et que recommandes-tu comme petit déjeuner idéal? C'est une très bonne question parce que c'est une question qui revient tout le temps et voilà, c'est la question débat par excellence euh, à laquelle je réponds, est-ce que tu as envie de manger le matin? C'est ça la réalité, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ont juste pas envie de manger, ils ont l'estomac coupé. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Te force pas. Ton corps il te dit je veux pas manger, bah mange pas.
Tu vois ce que je veux dire? Alors que si sur les coups de 11 heures, tu commences à avoir faim, bah voilà, peut-être que tu peux manger un petit fruit, quelque chose qui va t'ouvrir l'appétit et se digérer relativement rapidement avant d'attaquer le repas, éventuellement. Après, il y a des gens qui le matin se lèvent, ils ont juste qu'une envie, c'est de manger. Mange, très bien. Ça veut dire que physiologiquement, tu en as besoin. Et ça ne veut pas dire que si à 25 ans, tu prenais pas de petit-déj parce que tu sentais que tu n'avais pas faim et qu'à 40, tu commences à avoir faim le matin, bah change de modèle. Ça veut dire que tu as besoin de manger le matin. Donc, il n'y a pas de repas le plus important, il y a le repas que ton corps te demande. Et si ton corps il te dit mange le matin, tu manges le matin. Et c'est pareil pour le midi. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir une espèce d'équilibre et de bonne relation avec l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi difficile d'avoir une bonne relation avec son alimentation. Parce que on est appelé à droite à gauche à manger du sucre, à manger du gras, à manger des trucs, ouah, ça donne super faim. Et en fait, on dérègle complètement notre horloge alimentaire, pour le coup. Et donc, on ne sait plus quand est-ce qu'on a faim et quand est-ce qu'on n'a pas faim. Donc déjà, se reconnecter à sa faim, ça permet juste d'avoir une super bonne relation avec son alimentation et de manger juste quand on a faim ce qu'on a envie de manger. Brut, D'accord. varié, de qualité. D'accord. Et donc, que recommandes-tu comme petit déjeuner idéal? Petit déjeuner Des idéal. cornflakes avec des chocs à Voilà, pic avec du lait? c'est bien ça. Ouais, j'aime bien. Surtout laisser-les bien trempés, hein, c'est meilleur. Non, voilà. Franchement, pour moi, pas de sucre super rapide, surtout pas le matin. Le matin, c'est un moment où on a beaucoup d'énergie à disposition de par en fait la montée hormonale. On a un pic cortisol, adrénaline, noradrénaline qui est le matin. Donc, il faut favoriser ces hormones-là par un petit déj qui nous convient déjà. On n'a pas besoin d'énergie outre mesure à ce moment-là. On n'a pas besoin donc du coup de sucre super rapide pour avoir de l'énergie parce qu'on en a le matin. Donc, de préférence, je recommande moi plutôt un petit déjeuner protéiné, c'est-à-dire un petit déjeuner qui va être plutôt composé, bah, par exemple, d'œufs, qui va être plutôt un peu un petit déjeuner anglais finalement, avec, tu vois, le côté haricots blancs, tout ça. Voilà. Moi, je trouve ça très très bien parce que ça permet du coup d'avoir ce boost proposé justement par les protéines et c'est relativement chouette pour avoir une énergie qui est vraiment stable, si tu veux. Parce que si tu commences à taper un truc hyper sucré tout le matin, en général, il y a plein de gens qui font ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que ils vont manger un truc sucré, il va y avoir plein de sucres qui vont être dans le sang, réaction de l'insuline, elle fait réduire drastiquement le sucre, et du coup, la différence entre le sucre qu'il y avait avant dans le sang et le sucre qu'il n'y a plus après, bah, ils ont une espèce de crash parce qu'ils ont l'impression de plus avoir d'énergie, et donc ils ont envie de dormir. Et ça, c'est classique de quand on mange trop sucré, cette D'accord. hypoglycémie réactionnelle. Donc, voilà, plutôt protéiné le matin. D'accord. Et tu penses quoi de ceux qui prennent des cafés au lait en petit déjeuner? Voilà. Alors, on peut rentrer du coup là dans le débat du café, dans le débat du lait. Euh, Débat du lait, déjà, le lait, euh, oui, mais pas trop. Et de préférence, lait cru, sauf qu'on n'a plus trop de lait cru à disposition, ça n'existe plus. Donc voilà, éventuellement, si on en prend un petit peu dans son café, c'est pas la cata. Puis si on adore ça, franchement, c'est parti. Voilà, je veux dire, c'est important aussi de prendre en considération le bien-être psychologique. Parce qu'il y a des gens qui vont se frustrer toute leur vie sur l'alimentation. Je pense aux bodybuilders pour le coup, et qui vont créer en fait un espèce de déséquilibre émotionnel, une frustration émotionnelle qui va être plus catastrophique pour leur santé que le fait de boire du lait le matin. En fait. Donc vraiment prendre toujours aussi en considération cette pression qu'on peut s'imposer à travers une alimentation qui ne nous convient pas. Et pour ce qui est du café, bah, si on a besoin d'un petit boost le matin, le café, de toute façon, il vaut mieux le prendre le matin. Parce que si on le prend plus tard, comme il a une durée de vie très très longue dans l'organisme, bah, ça peut nous embêter sur la nuit si on le prend plus tard dans la journée. Donc, de préférence le matin, si on aime bien ça et qu'on ressent qu'on a besoin d'un petit coup de boost ou qu'on aime bien le goût et que voilà, ça ne nous gêne pas outre mesure et qu'on ne fait pas une tachycardie juste après avoir bu son café. Quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses que le soir, il faut manger léger, comme beaucoup de gens le disent? Ah, je vais te répondre la même chose que pour le petit-déj. Le soir, comment ça se passe? Déjà, qu'est-ce que tu as mangé le matin? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Si tu as bouffé 3 graines, le soir, peut-être que tu as faim. Donc, automatiquement, j'invite les gens vraiment déjà à se raccrocher encore une fois à leur faim et surtout à manger un peu tôt. C'est-à-dire 18h30, 19h, ce serait l'idéal parce qu'en fait, comme ça, on a le temps au moins, après manger, de digérer avant d'aller se coucher. Parce qu'il y a plein de gens qui finissent de manger, ils attendent 15 minutes, ils vont se brosser les dents, ils vont dormir. Alors là, la digestion au niveau de l'estomac, elle est favorisée par la gravité, je le rappelle. Hein. Donc quand on est couché,
La gravité, elle aide pas vraiment. Et donc, on a une mauvaise digestion parce qu'on va se coucher immédiatement après. Et à plus forte raison quand on a eu un repas un petit peu plus lourd, parce que c'est plus long, du coup. Donc voilà, faire toujours en fonction des paramètres de son alimentation. Et si le soir on a besoin d'un gros repas et que ça nous convient très bien et qu'on arrive à bien le digérer, eh bien on fait ça, mais on se couche un petit peu plus tôt pour pouvoir justement bien le digérer. D'accord. Voilà. Ensuite, crois-tu que les produits laitiers sont nos amis pour la vie? Non. Tu penses plutôt comme le professeur Henri Joyeux ou plutôt comme les propagandes gouvernementales dont on a eu des pubs à la télé? J'ai évidemment bien plus tendance à me tourner vers les propos d'Henri Joyeux, c'est bien normal. Euh, et voilà, pour moi, c'est encore une fois quand même en toute chose une modération à trouver, un espèce d'équilibre, une voie du milieu. J'en parle souvent de cette voie du milieu qui résonne bien avec moi d'ailleurs. Ça veut dire vraiment trouver le truc qui est pas un extrême, mais qui est pas l'extrême opposé non plus. C'est-à-dire que les produits laitiers, on peut très très bien du jour au lendemain les éliminer. Sauf que, est-ce que c'est souhaitable? Pareil, entre guillemets, pour la pression mentale que ça peut nous imposer. Une personne qui adore le fromage et qui entend ça du jour au lendemain, elle décide d'arrêter parce qu'elle a, c'est trop dur pour sa santé, ça va être trop dangereux, ça va être trop dangereux. Sauf qu'en fait, elle est tellement dans une pression qu'elle veut manger du fromage dès qu'elle voit du fromage que ça crée plus de méfaits que de bienfaits. C'est toujours, voilà, voir un petit peu les circonstances. Et puis, moi, les produits laitiers, du moment que c'est du lait cru déjà, c'est moins grave. Quand c'est fermenté, c'est moins grave aussi, parce que les facteurs de croissance dont parle le professeur Henri Joyeux sont réduits lorsque le produit est fermenté. C'est tout est question de préparation et d'aliment final. Évidemment que si on prend un lait pasteurisé qui sort d'une vache qui était en élevage intensif, qui est ultra stressé, qui a bouffé des hormones, là, le lait, il est vraiment dégueulasse, quoi. On est d'accord. Mais quand on prend du coup un lait à la ferme d'à côté, éventuellement, ou un fromage fait par la fermière d'à côté, qui a été fermenté, qui est à base de lait cru, bon, voilà. C'est différent. Donc, nos amis pour la vie, non. Avec modération, oui, si on aime ça particulièrement. D'accord. Et ensuite, j'avais lu des études il y a longtemps. Alors, j'ai plus vraiment les détails, mais on nous conseille de consommer des produits laitiers pour avoir des apports en calcium. Mais j'avais vu des études très sérieuses qui disaient que justement le calcium contenu dans les produits laitiers n'était quasiment pas assimilé par l'organisme et que justement il fallait trouver du calcium via d'autres sources d'aliments. Ok. Là, on rentre en fait dans un débat, parce que ça reste un débat aussi, qui est très très commun entre médecine et naturopathie. C'est que la naturopathie met en avant le principe d'acide base, c'est-à-dire il y a un équilibre acido-basique dans l'organisme. Pour ceux qui ne sont pas au fait de ça, en gros, voilà, dans notre corps, il y a un équilibre entre les acides et ce qu'on appelle les bases, du coup tous les produits alcalins. C'est une échelle qu'on appelle le pH. Il y a un équilibre qui doit être maintenu. Les naturopathes diront que les produits laitiers vont être acidifiants, donc porteurs d'acide. Et qu'est-ce qu'on utilise pour tamponner l'acidité? C'est des minéraux qui vont être dits plutôt basifiants, donc l'opposé de l'échelle de pH. Et parmi ces minéraux, on retrouve notamment le calcium, le magnésium. Donc, en consommant des produits laitiers, on ingère effectivement du calcium, mais on ingère aussi un acide. Et donc, on va utiliser, entre guillemets, ce calcium, et même le calcium généralement de nos os, entre guillemets, pour tamponner cette acidité quand on n'a pas assez de ressources en calcium dans l'alimentation. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'assimile pas bien, c'est parce que le calcium vient être utilisé pour tamponner cette acidité, et donc automatiquement, il n'est pas assimilé, puisqu'il vient rééquilibrer cette logique. Alors que quand on prend un calcium qui est issu d'un produit qui est moins acide, voire basifiant, je pense notamment peut-être à un calcium d'un légume, hein, par exemple, eh bien, on ne va pas avoir cette problématique-là. Donc, on l'assimilera peut-être mieux. Et encore une fois, ça dépend de l'état du milieu. Parce que si on a un organisme qui est relativement acidifié, on va avoir une assimilation du calcium qui sera beaucoup plus pauvre que dans un organisme qui ne sera pas acidifié, parce qu'il n'y aura pas besoin de tamponner nécessairement beaucoup d'acidité. Donc, encore une fois, ça dépend des gens, et ça dépend de l'alimentation et du mode de vie, etc. etc. D'accord. Donc, c'est pour cette raison-là, effectivement, quand on consomme beaucoup de produits laitiers, beaucoup de produits acidifiants, comme les viandes, comme voilà, tout ce qui est très, très protéiné, parce que les protéines, je rappelle, c'est constitué d'acides aminés, ce sont donc des acides, donc c'est acidifiant.
D'accord. Très bien, merci. Et Je t'en prie. j'ai une autre question qui vient de me venir à l'esprit. Alors, je voulais connaître ton avis sur le soja parce que Ouais. depuis toujours, j'entends que le soja, ça augmente le taux d'oestrogène et Mhm. que, on peut devenir stérile, voilà. Alors, j'avais fait de très longues recherches avec mon frère il y a longtemps, hein, il y a une quinzaine d'années maintenant, enfin, entre 12 et 15 ans. La seule étude que j'avais trouvée, c'était une étude américaine, donc en anglais, financée par l'industrie de la viande, qui disait que le soja augmentait le taux d'œstrogène. Mais dans la réalité, parce que j'ai quand même fait des études poussées, le soja n'augmenterait pas le taux d'œstrogène, mais il augmenterait le taux de phytoœstrogènes, qui sont Exactement. entre 100 et 1000 fois moins intenses que les oestrogènes. Donc, toi, tu en penses quoi? Est-ce que tous les Chinois et les Japonais qui mangent du soja sont tous stériles et ont tous des Mais c'est problèmes? une très très bonne question hein, que tu poses là. C'est des questions qui sont très d'actualité aussi, puisque finalement aujourd'hui le véganisme, ça revient quand même, enfin ça vient en force. On a des problématiques du coup de protéines. Effectivement, le soja est une super source végétale de protéines, donc forcément on augmente la consommation de soja. Le soja, c'est un végétal. Il contient donc, entre guillemets, une hormone pour lui, mais végétale. C'est pour ça qu'on dit phytoœstrogène. Phyto, ça veut dire qu'il vient du végétal. On a pareil avec la mélatonine. C'est la phytomélatonine. Donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Revenons au soja. Donc, comprendre que quand on va consommer directement une hormone, je prends l'exemple de la testostérone, parce que ça, tout le monde connaît. Quand les gens, par exemple, enfin les bodybuilders s'injectent de la testostérone, on a ici l'organisme qui reçoit de manière extérieure de la testostérone directement. C'est exactement la même que celle qui produit. Donc du coup, en recevant ça, il se dit, bah, on n'arrête pas de me donner de la testostérone, ça sert à quoi que j'en produise? Il y en a qui m'arrivent tout seul. Bon, moi, je vais économiser de l'énergie, j'en produis plus. Donc là, oui, il y a une vraie problématique, parce que la molécule qui est ingérée ou injectée dans ce cas-là, c'est exactement la même que celle qui est produite. Or, dans le cas du soja, le corps masculin et féminin, les deux, hein, produisent des œstrogènes. On reçoit des phytoœstrogènes, donc des phytoestrogènes, on dit souvent, c'est pas la même molécule. Donc pourquoi est-ce que le corps en produirait davantage ou pourquoi est-ce que le corps modifierait sa production? Ce n'est pas la même molécule. Donc ça ne va pas être des œstrogènes directement. On n'est pas du tout dans la même logique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui ont réussi à démontrer ça. Et je pense que ça pourrait avoir une influence, mais avec des fortes doses de consommation et régulières. D'accord, Voilà. Mais là, dans l'état, non, ça n'a pas d'influence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, la phytomélatonine n'a pas du tout les mêmes propriétés que la mélatonine. Et prendre de la mélatonine pour dormir le soir, c'est beaucoup plus puissant que prendre de la phytomélatonine. Cependant, comme je l'ai expliqué avec l'exemple de la testostérone, c'est plus dangereux. Parce que le corps peut se dire, on me donne de la mélatonine, j'arrête d'en produire. Donc d'accord, voilà, c'est toujours comprendre cette logique-là. Est-ce que d'accord, c'est la merci même beaucoup. molécule et comment le corps réagit par rapport à ça? Ça marche, merci. Donc je pense pas donc, que ce soit un problème pour répondre à ta question finale. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Ensuite, alors, tu penses quoi des boosters de pré-entraînement et des boissons énergisantes du style Red Bull et Monster? Pourquoi est-ce que tu as besoin de te booster? Ça veut dire que déjà, tu as, un manque d'énergie naturelle. Donc ça veut dire que déjà, il faut que tu te reposes, il faut que tu fasses quelque chose. Quoi. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'être boosté? Il faut se poser déjà cette question. Normalement, on devrait avoir, surtout le matin d'ailleurs, hein, pour ceux qui s'entraînent le matin, on devrait avoir un boost, comme j'ai expliqué, au niveau des hormones, parce qu'on a le cortisol, la noradrénaline et l'adrénaline qui sont là, présentes et qui montent. Donc, si on n'a pas ça, déjà, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Pour, de manière générale, ceux qui prennent tout le temps des boosters, juste parce que ils ont toujours pris, du coup c'est une logique, ah ouais, avant l'entraînement, il faut prendre un booster. Parce que il y a des trucs, c'est ça, c'est juste une habitude. On ne sait même pas pourquoi on le prend au final. Il y en a plein qui font ça. Parce que en plus, ils ont vu que ça faisait brûler des calories, que du coup, voilà, ça activait l'organisme. Je suis vraiment pas pour. Déjà parce que ça met l'organisme dans un état du coup de stress, parce que ça va booster justement tout ce qui est énergie, donc dépense énergétique, ça va dérégler le fonctionnement hormonal normal de ton organisme. Et donc par rapport à ça, pour moi, c'est vraiment pas bon. Pour revenir à ce qui est des boissons Red Bull, machin, ce que tu veux, là, Monster, tout
tout ça, c'est bourré de conneries. Dedans, il y a des édulcorants artificiels, il y a plein d'additifs, des colorants. C'est des trucs qui bousillent ton organisme. Je reviens aussi sur les édulcorants. Il y en a plein qui disent que les édulcorants, c'est pas grave du tout, ça n'a pas de calories, ça n'influence pas l'organisme. Faux. Les édulcorants sont des faux sucrants, hein, donc c'est en fait comme si on donnait un message contraire à notre corps. En gros, on dit à notre corps, tiens, regarde du sucre. Et quand ça arrive au niveau de l'intestin, les bactéries intestinales, elles adorent ça, le sucre. Dès qu'il y a du sucre, oh là là, elles en raffolent, elles mangent ça et elles s'éclatent. Sauf que quand ça arrive au niveau des intestins, le microbiote intestinal, il comprend rien du tout. Parce qu'on leur a dit là-haut, regardez, du sucre. Et quand ça arrive en bas, c'est quoi cette merde? Et en fait, c'est pas du sucre. Donc du coup, ça dérègle complètement le microbiote intestinal. Et le microbiote intestinal, il est juste le maître d'orchestre d'énormément de fonctions dans l'organisme. Je pense à la régulation émotionnelle, je pense à la régulation du système immunitaire, je pense à plein de trucs, plein de trucs. Donc rien que consommer ça régulièrement, c'est flinguer son microbiote intestinal. D'accord. Si Voilà. tu me permets, je recherche juste quelque chose parce que j'ai Je t'en oublié prie, le prénom de quelqu'un. je t'en prie, pas de problème. Voilà. Alors, il y a longtemps, je pense que j'étais adolescent, je regardais des Ouais. émissions et il y avait des nutritionnistes, notamment Jean-Michel Cohen, qui lui est un fervent défenseur des édulcorants artificiels, justement, Ah, et le docteur Laurent Chevalier, qui mhm. est un nutritionniste sur Montpellier et qui, lui, est vraiment totalement opposé aux édulcorants artificiels, mais il est moins mis en avant, bien sûr. Évidemment. Je ne sais pas si tu connais le docteur Je Laurent connais pas. Chevalier, Je non? ne connais pas. Non. D'accord. Ben, j'essaierai de t'envoyer des liens, mais en tout cas, lui, il était Avec plaisir. vraiment opposé à tout ça. Donc, c'est vrai que même chez les nutritionnistes, voilà, il y en a qui, oui, vont faire maigrir leurs patients, mais qui ne voient pas l'aspect santé. Je, Exactement. je parle de l'aspect santé à moyen ou long terme, je ne parle pas sur un mois ou deux. Exactement, mais c'est justement, tu soulèves un point extrêmement, extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, avec des régimes ultra amincissants, avec des régimes restrictifs, avec des régimes justement faibles en calories, tout ce qu'on fait, c'est un dérèglement de l'organisme. Alors oui, du coup, ce dérèglement crée un tel dérèglement qu'il y a une perte de poids. Sauf qu'au bout d'un moment, cette perte de poids, elle n'est pas maintenable dans le temps. C'est toujours momentané. C'est pour ça que les gens font en permanence des régimes yo-yo, en fait, hein. C'est je réduis mes calories, oh merde, je reprends du poids. Je réduis mes calories, oh merde, je reprends du poids. Pourquoi? Parce que l'organisme est juste une machine parfaite d'adaptation. Et du coup, tu lui demandes de fonctionner avec moi, bah va fonctionner avec moi. Il n'y a qu'à voir les bodybuilders qui font des cuts drastiques pour les préparations aux compétitions. Ils tombent à des taux de calories qui sont tellement bas que du coup, l'organisme apprend à fonctionner avec ça. Déjà, ils ont plus d'énergie, ils sont complètement flingués. Et surtout, post-compétition, c'est juste des gens qui créent des troubles, les troubles alimentaires les plus monstrueux que j'ai jamais vus. C'est qu'ils vont tout défoncer juste parce que l'organisme, il est juste, il a faim en fait, physiologiquement parlant, il a besoin d'énergie. C'est des gens qui sont hyper musclés, ils fonctionnent naturellement avec beaucoup d'énergie. Donc voilà, rien que ça, c'est révélateur d'un système qui ne fonctionne pas. Si on veut perdre du poids, la meilleure façon de faire, c'est équilibrer son microbiote et équilibrer sa relation avec son alimentation. Certes, ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en 2 mois, mais ça se fait sur toute la vie. Et en fait, à partir du moment où on l'a fait pendant 1 an, 2 ans, mais c'est acquis pour la vie, en fait. Parce que l'équilibrage se fait tout seul, en fait. On mange ce dont on a besoin, des bonnes choses, et on n'a juste pas pensé, en fait, à la perte de poids ou la prise de poids. La prise de poids, c'est toujours un symptôme d'un problème profond. On ne prend pas du poids, c'est pas la cause de la prise de poids. Non. Il y a une raison pour laquelle on prend du poids. Et donc, il faut traiter cette cause-là pour revenir encore à la problématique des causes symptômes. Voilà. C'est sûr, merci. Et pour revenir à Jean-Michel Cohen, attention, je n'ai rien contre lui. Au contraire, je l'aime beaucoup. Je le trouve très pertinent. J'ai toujours bien apprécié ce qu'il faisait et ce qu'il disait. Mais sur les édulcorants artificiels, j'ai toujours été en désaccord avec lui. Mais après, il était très médiatisé. Je pense que pour passer à la télé et continuer de pouvoir passer à la télé, je pense qu'il y a certains positionnements à prendre sur certains points. Je vais Exactement. dire ça. Après, j'en sais rien. Je n'affirme rien, mais voilà. Après, c'est quelqu'un que, oui, que j'aime beaucoup malgré tout.
malgré cela. Tout Voilà. à fait. Ensuite, le CBD est-il Ouais. utile et sain, selon toi? Oui. Pour répondre très rapidement, oui. Alors, il est utile dans certains cas, dans les cas où tu as des gens qui sont déjà ultra stressés. Parce que franchement, voilà, c'est tiré du cannabis et c'est pas pour rien que le cannabis, c'est une plante qui a ses propriétés relaxantes. Alors qu'on comprenne bien une chose, c'est que si cette plante existe, c'est aussi pour une raison, c'est qu'elle a une utilité. Alors que ce soit une utilité dans la nature, mais comme une utilité médicinale. Ça fait des millénaires que cette plante probablement est utilisée en, en traitement, en fait, hein, tout simplement. Sauf que il y a une molécule dedans qu'on sait, c'est le THC, un cannabinoïde, qui lui est problématique puisqu'il a des effets psychotropes qui sont induits. C'est-à-dire qu'on va avoir, bah voilà, vous connaissez, hein, quand vous fumez du cannabis, on voit les petites étoiles, c'est parti. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est cette molécule qui est en problème aujourd'hui et que le CBD n'en contient pas ou très 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 peu parce qu'il y a des seuils à respecter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas cet effet planant. Cependant, ça reste une plante qui a des propriétés relaxantes pour une bonne raison, c'est parce qu'elle a bien un effet sur le cerveau. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Donc, comprendre que c'est une plante intéressante, mais pas à prendre sur le long terme. C'est périodique. C'est comme quand, je ne sais pas, on fait une détox de son foie, on va prendre du chardon-marie, on va prendre de l'artichaut, on va pas prendre du chardon-marie, de l'artichaut à vie. Il faut comprendre aussi qu'en général, quand on utilise un principe actif d'une plante, on fait des cures. Parce que le corps s'habitue au principe actif des plantes. Et en général, on fait des cures de 21 jours. Donc c'est ce que je recommande aussi avec le CBD. 21 jours de cure, 10 jours d'arrêt. 21 jours de cure, 10 jours d'arrêt, si on veut le maintenir. D'accord. Donc Après, intéressant pour le stress et la douleur. d'accord. Après, bon, le CBD, par exemple, sous forme d'huile essentielle, peut-être, mais Mhm, dès lors que tu vas le fumer, ça devient mhm. nocif pour ta santé puisqu'il y a une combustion quand tu fumes. Et donc, Alors, tu ingères des alors choses qui sont pas bonnes pour tes poumons et autres. là c'est tout le débat. Là, c'est tout le débat aussi. C'est dans quelle mesure fumer autre chose que, enfin, fumer vraiment des plantes pour le coup, est mauvais pour la santé. Il y a plein de chamans en Amérique du Sud qui te diraient, bah non, c'est excellent parce que justement, tu te remplis des bienfaits des plantes. Il y a des gens qui font des inhalations justement de fumée, littéralement de plantes, pour se soigner, etc. Et encore une fois, modération, voie du milieu. Tu fumes tous les jours, c'est mauvais. Tu fumes momentanément parce que ça t'apporte quelque chose qui te permet de retrouver ton état d'équilibre de santé, alors c'est pertinent. C'est D'accord. toujours pareil. C'est plus tu perpétues une pratique néfaste, plus elle le devient. Mange 3 kilos d'amandes tous les jours pendant 2 ans, je t'assure que les amandes qui sont excellentes pour la santé vont te flinguer. Parce qu'elles contiennent une petite portion de cyanure et que si tu en bouffes tous les jours 3 kilos, bah, le cyanure il va commencer à rentrer dans ton organisme et ton organisme il va pas le sortir plus vite que tu ne vas l'ingérer. Donc voilà, juste ça. Et c'est toujours ce principe pour toute chose. D'accord. Merci. Ensuite, quel est le meilleur thé à consommer selon toi? Le Thé meilleur vert, thé, thé noir? celui qu'on préfère au goût. En réalité, effectivement, il y a plein de propriétés très intéressantes des plantes, le thé étant cette plante-là. Le thé vert, tu vas avoir une action qui va être un peu moins prolongée dans le temps pour ce qui est de la caféine, c'est-à-dire que ça va être plus léger, alors que le thé noir qui est plus oxydé va avoir un truc enfin, un taux de caféine qui va se prolonger davantage dans le temps. Pour ce qui est des antioxydants, tu en as plus dans le thé vert parce que le thé noir est simplement plus oxydé. Donc, puisqu'il est plus oxydé, tu as moins d'antioxydants. C'est juste ça. Et puis après, bah, c'est au goût. Hein. Si on se force à boire du thé vert parce qu'on a vu que c'est bon pour la santé et qu'on préfère juste le thé noir, pourquoi se forcer et se faire du mal, tu vois? Je veux dire, au bout d'un moment, on prend du thé noir, c'est très bien. Donc, oui, le thé, je valide fortement. C'est plein d'antioxydants. Il y a des choses très, très intéressantes dedans. Et donc, en plus, ça fait une boisson chaude pour l'hiver. C'est relativement intéressant. Donc, voilà, par D'accord. exemple, l'hiver, hein, on est en hiver, donc je dis l'hiver, mais voilà, pour toute l'année, de manière générale. D'accord. Par contre, pour le thé noir, il y avait un praticien de shiatsu qui m'avait dit de Ouais, le boire chaud
parce que Ouais, quand il refroidissait, il libérait une toxine qui était mauvaise pour le foie. Alors d'accord. ça, est-ce Je que suis c'est pas du vrai tout ou au courant. pas? Je suis pas du tout au courant de ça. D'accord, Voilà, je peux pas te dire. d'accord. Très bien, Voilà, merci. je t'en prie. Ensuite, bon, j'allais te demander, tu penses quoi des édulcorants artificiels, mais on en a déjà parlé. Après, comment éviter d'avoir des calculs au rein? C'est très intéressant ça. Là, je vais rentrer dans quelque chose que peut-être ton audience va pas nécessairement, à laquelle ton audience va pas nécessairement adhérer, mais il y a toujours une relation. En fait, on n'existe pas que sur le plan physique. C'est-à-dire que voilà, j'ai un corps, mais pour rassurer tout le monde, la science a déjà défini qu'on avait une espèce de champ autour de nous. Hein, voilà, on émet, on rayonne un champ électromagnétique. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas qu'un seul corps. On a un corps physique, mais donc du coup, dans la tradition et en tout cas dans la pratique énergétique, on a d'autres corps aussi. On a un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Tout ça pour dire que on existe sur plusieurs plans. Et donc, pour ramener ça un peu plus dans le concret, on a des émotions, on a un mental. Et nos émotions aussi influencent l'état des organes. Par exemple, la médecine traditionnelle chinoise associe le foie à la colère. Donc, plus tu es en colère et tu vas réprimer cette colère à l'intérieur, bah, tu as des chances d'avoir un problème au niveau du foie. Pour ce qui est les reins, c'est, en médecine traditionnelle chinoise en tout cas, c'est l'énergie primaire, c'est-à-dire cette énergie avec laquelle tu nais, cette espèce justement de barre d'énergie avec laquelle tu nais et qui, au cours de ta vie, pour le coup, et pas au cours d'une journée, va descendre. Et donc, quand tu as des personnes qui sont énormément dans la survie, dans le énergie primaire, je tape dans mon énergie, je tape dans mon énergie, tu vas avoir des gens qui vont énormément fatiguer leurs reins. Et donc, tu peux déclencher des problématiques rénales par rapport simplement à cet état-là. Maintenant, on va rentrer dans le physico-physique. Ce que tu manges peut aussi impacter évidemment tes reins. On a notamment un antinutriment que tu retrouves par exemple dans les épinards, qu'on appelle l'oxalate ou l'acide oxalique. Et ça, quand on en mange trop, eh bien, ça peut causer des calculs, justement, des petits amas de, de substances minérales qui vont boucher au niveau des reins. Et donc, c'est comme tout. Si tu manges trop de chocolat, il y en a aussi dans le chocolat, l'oxalate. Donc, trop de chocolat, trop d'épinards, trop d'éléments qui contiennent, par exemple, cet acide oxalique, eh bien, tu as plus de chances de créer un calcul rénal. D'accord, Et si, en plus de ça, du coup, je reviens par rapport à ce que je disais avant, tes reins sont fatigués, ils ont une mauvaise capacité d'élimination et de traitement des déchets, et donc, du coup, tu as encore plus de chances de faire un calcul rénal. Donc, c'est toujours une synergie de facteurs. Et c'est pas que physique, c'est pas que ce que tu manges. C'est pour ça que je parle tout le temps du fait d'avoir un bon équilibre mental avec son alimentation, un équilibre émotionnel. C'est parce que ça a vraiment cette influence énorme sur le d'accord, système. ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ensuite, selon toi, faut-il se supplémenter en vitamine D et pourquoi? Réponse directe, oui, spécialement en hiver. Tout simplement parce qu'à nos latitudes, en hiver, les rayons du soleil, à travers lesquels, si tu veux, on synthétise la vitamine D, c'est-à-dire que les rayons UVB du soleil viennent taper notre peau. De notre peau, c'est envoyé au niveau du foie. Au niveau du foie, c'est envoyé au niveau du rein. Entre guillemets, à chaque fois, il y a une conversion. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une conversion de la molécule reçue ici. Au niveau du foie, elle est transformée, elle est envoyée au niveau du rein. Et le rein transforme en cholécalciférol, qui est la vitamine dont on se sert. Voilà. Donc, c'est tout un processus. Et donc, en hiver, les rayons du soleil sont trop rasants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez directs, et il y en a relativement peu de soleil, on a moins de soleil en hiver qu'en été, et donc bah, on va moins bien synthétiser la vitamine D. En plus de ça, bah, en hiver, on se l'écaille, donc on sort moins qu'en été, donc alors qu'on devrait avoir une exposition plus longue, elle est moins longue, parce qu'on sort moins, et donc dans ces moments-là, oui, je recommande une supplémentation en vitamine D, parce qu'en plus, en hiver, le système a tendance à se fragiliser un petit peu de par justement les agressions extérieures qui sont plus importantes et le fait que le froid nous demande beaucoup d'énergie. Alors, en ce sens, oui. Pour toutes les personnes aussi qui travaillent beaucoup en intérieur, qui voient très peu le soleil, je recommande d'élargir cette prise de vitamine D, même sur fin de l'automne jusqu'à début printemps, pour allonger un petit peu la plage de prise. C'est très intéressant à ce moment-là. D'accord. Voilà.
Ça marche. Et dans l'alimentation, on peut trouver de la vitamine D dans quels aliments? Alors, il n'y en a pas dans beaucoup d'aliments, mais tu en as par exemple dans tout ce qui est poisson gras, dans les huiles de poisson, tu en as beaucoup dans le foie de morue du coup, parce que comme tu l'as compris, au niveau du foie, on stocke de la vitamine D et on en produit en tout cas une certaine forme. Donc, dans les foies de morue, dans les foies d'animaux de manière générale, tu vas en avoir. Tu vas en avoir aussi dans certains œufs, enfin dans les œufs de manière générale, surtout quand tu as des œufs de qualité, tu as plus de vitamine D. Voilà, dans les produits comme ça, tu en as, mais tu en as dans très peu finalement de produits. Plutôt du coup des organes, D'accord. notamment foie. Voilà, D'accord, très bien. Merci beaucoup. je t'en prie. Ensuite, même question. Selon toi, faut-il se supplémenter en magnésium et pourquoi? Là, c'est une question un peu plus complexe. Parce que d'après l'étude Suvimax, qui est une étude assez connue, qui a mesuré le taux de déficit en magnésium de la population française, ben, il y aurait 75% de la population française en moyenne qui serait carencée en magnésium. En tout cas, pas carencée, mais déficitaire. Donc, bah, ça veut bien dire qu'on a de fortes chances d'être carencé en magnésium. La carence en magnésium, elle peut venir de deux facteurs. Le premier facteur, c'est je ne consomme pas assez de magnésium dans mon alimentation. Magnésium, il y en a dans les fruits à coque, il y en a dans le sarrasin, par exemple, qui est un aliment assez riche en magnésium, il y en a. Mais voilà, on n'en consomme pas aujourd'hui suffisamment pour couvrir nos besoins. Donc en général, on supplémente. Sauf que il y a des personnes qui se supplémentent, mais qui n'assimilent pas bien le magnésium. Et là, pour le coup, c'est un défaut de silicium. C'est en fait le silicium permet la bonne assimilation du magnésium, et quand on manque de silicium dans notre alimentation, ben, on a tendance à mal assimiler le magnésium. Et ça, ben, pour ce qui est du silicium, je recommande en général de faire des petites cures de plantes. Alors, il y a le bambou qui en contient, on peut faire des cures de gélules de bambou, la prêle qui en contient aussi, et on peut faire également des cures d'ortie. L'ortie est très riche en silicium et a plein de minéraux en plus à côté. Donc il suffit même si on veut, on va dans son jardin, on coupe un peu les têtes d'ortie aux endroits où bien sûr les animaux n'ont pas pissé, un truc un peu haut, hop hop hop, on coupe les têtes, on fait sécher ça, on broie ça, et on peut saupoudrer cette poudre d'ortie sur ses plats de manière générale. L'ortie est tout à fait consommable et ne pique plus du tout d'ailleurs hein, quand il est séché ou lavé ou quoi que ce soit. Donc ça D'accord. peut être très intéressant. D'accord. Donc de manière générale, j'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs si vous voulez diagnostiquer. Alors c'est pas de la médecine, hein, c'est-à-dire que le mieux c'est évidemment de faire des prises de sang et de faire un test aussi cellulaire hein, au niveau du magnésium, c'est le mieux. Mais si vous voulez, vous allez sur ma chaîne, il y a une vidéo qui vous permet en cours de diagnostiquer si vous avez la forte chance d'avoir un manque de magnésium ou pas. Voilà, c'est 10 questions. Et si vous avez plus de 5 sur 10, bah, il y a des chances que vous ayez besoin de magnésium. D'accord. C'est quoi le nom de ta vidéo? La vidéo, c'est êtes-vous carencé en magnésium, faites le test ou un truc comme ça, ou magnésium, je sais plus du tout. Mais c'est un truc, on tape magnésium sur ma chaîne et on tombe dessus. D'accord. Très bien. Voilà, Merci beaucoup. je t'en prie. Et ensuite, même question. Selon toi, faut-il se supplémenter en vitamine C? Et si oui, pourquoi? Et je rajoute quelque chose. Si jamais on surconsomme de la vitamine C, est-ce que Ouais, cela peut-il être dangereux et néfaste pour la santé? très bonne question encore une fois. Alors, la vitamine C, consommation pas automatique, selon moi. On se supplémente en vitamine C quand on ne mange pas suffisamment de fruits et légumes frais et crus. Parce que en fait, c'est la chaleur en général hein, qui détruit beaucoup la vitamine C. Donc voilà, de manière générale, si on ne mange pas des fruits et légumes frais, crus régulièrement, on se supplémente parce qu'on a des chances d'en manquer. La vitamine C, on la retrouve essentiellement que là-dedans, hein, dans les fruits et légumes frais, crus. D'après les études, en tout cas à ma connaissance, la surconsommation de vitamine C, elle est extrêmement rare et en tout cas, elle ne semble pas trop poser de problème. Déjà pour la bonne et simple raison que c'est une vitamine qu'on dit hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans l'eau. Et donc en fait, on la stocke pas. De manière générale, on la pisse quand elle est en excès, puisque c'est dans les liquides qu'on la stocke. Voilà. Donc on peut l'éliminer facilement à travers la transpiration, donc à travers l'urine, tous les liquides en fait de l'organisme qui élimine. Donc en ce sens-là, je n'ai jamais vu de problématique de surdosage. Cependant, on conserve toujours une bonne pratique et on prend le dosage recommandé. Mais c'est pas de prendre un dosage supérieur. Ça, voilà. Dans certains cas très précis,
ça peut être pertinent, notamment des cas de maladie ou des cas de système immunitaire très fragilisé, tout ceci. Mais voilà, dans les cas généraux, on ne fait pas de surconsommation. D'accord, merci. Je t'en prie. Ensuite, bon, tout ce qui est sportif, je voulais t'en parler. Je voulais te dire, tu penses quoi de tous ces sportifs qui, selon moi, font n'importe quoi en consommant des tonnes de compléments alimentaires bourrés d'additifs qui seront à terme Mhm, nocifs pour leur santé, mais on en a déjà parlé tout à tout à l'heure. fait. Ouais. Et ensuite, j'ai deux autres questions. Concernant les reflux gastro-œsophagiens, tu avais fait une vidéo dessus. Ouais. Et alors, sans raconter ma vie, je vais partager mon expérience et tu me diras à quoi ça aurait pu être dû, selon toi. Alors, vers 2013-2014, j'avais des... Bon, de base, je pouvais manger ce que je voulais. Et vers 2013-2014, dès que je mangeais des fruits rouges, je commençais à avoir très mal à l'estomac et au point de me retrouver plié en deux, tu vois. J'avais des grosses douleurs, j'ai commencé à développer Je te coupe 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là? vraiment Tu saurais pas dire. rien de spécial, Rien de spécial. vraiment D'accord, rien merci. de je me suis mis Tu mangeais des fruits rouges, ouais. à développer une toux chronique, mais Ouais. comme un fumeur en fin de vie, quoi. Même il y a des gens, ils me disaient, mais tu fumes ou quoi? Et je disais, non, je fume pas. J'avais de l'asthme et j'avais une inflammation des bronches, mais je savais pas tout ça. Et donc, un jour, je suis allé voir un médecin qui m'a dit, bon, je comprends pas. Je suis allé en voir un autre qui m'a dit, vous faites de l'asthme, donc je vous renvoie vers un pneumologue, parce que en plus de l'asthme, la toux que vous avez, c'est pas normal. Et je suis allé voir un pneumologue. Et le pneumologue m'a dit, mais vous avez aussi une inflammation des bronches et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je ne suis pas spécialisé dans ça, donc je vous renvoie vers un autre pneumologue spécialisé dans tout ça. Et l'autre pneumologue m'a dit, en fait, c'est pas un pneumologue qu'il vous faut aller voir, c'est un gastro-entérologue. Parce que votre problème au niveau des bronches, l'inflammation des bronches que vous avez, la toux chronique et l'asthme, ça ne vient pas de vos bronches ou de vos poumons, ça vient vraiment de votre œsophage et de votre estomac. Et donc, je suis allé voir un gastro-entérologue et là, on m'a donné un traitement et effectivement, ça allait mieux. Alors, j'ai vu après que je pouvais me passer du traitement en testant des méthodes plus naturelles. On m'avait conseillé de prendre de l'argile verte, je crois. Mais bon, après, c'est un peu contraignant parce qu'il faut le mélanger le soir avec de l'eau, mettre ça dans le frigo, tout ça, boire ça le matin. C'est pas très bon en plus. Donc, ça aussi, j'ai arrêté. Et après, j'avais totalement arrêté le traitement. Et là, je prends actuellement de l'ésoméprazole. C'est peut-être pas très bon parce que d'un côté, ça fait en sorte que j'ai pas de reflux gastro-œsophagien, ou en tout cas, ça les atténue. Et d'un autre côté, ça dérègle tout ce qui est microbiote ou autre. Donc, je prends des probiotiques pour essayer de rééquilibrer tout ça. Mais c'est vrai que j'ai plus le problème comme à l'époque, que lorsque je mange des fruits rouges ou autres, j'ai mal. Il faudrait vraiment, enfin, aujourd'hui, effectivement, il faut que j'en mange en excès pour avoir mal ou voilà, ou même si je bois du vin rouge, par exemple, si j'en bois peu, ça va, mais si j'en bois quelques verres, ça me brûle vraiment dans l'estomac. Et avant, j'avais pas ce genre de problème. Donc Intéressant. voilà, ça. Après, je sais que ça peut être peut-être émotionnel, tu disais, mais ouais, peut-être. Après, je sais pas. Alors, je vais te donner la cause émotionnelle euh, classique hein, des reflux gastro-œsophagiens. En général, c'est la première question que je pose quand j'ai une personne que je reçois. En ce sens, c'est déjà qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là. Est-ce que tu te rappelles peut-être ce que tu faisais ou c'était quoi ton activité voilà, professionnelle quelles étaient tes relations sociales à ce moment-là, à quel moment, voilà, quel était l'état de ta vie? Est-ce que tu te sentais un peu stressé d'ailleurs dans ta vie à ce moment-là? Est-ce que tu te sentais un peu pressurisé ou il y avait un truc que... Ben, en fait, maintenant que tu me le redis, j'ai la réponse. Bon, je couperai parce que je vais pas dévoiler ça, Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. mais oui, ouais, c'était le travail que je faisais à l'époque, effectivement, Très bien. ça m'énervait d'être dans ce travail de ah ouais, Voilà, bah, t'as trouvé ta cause. En fait, ta cause, c'est très très simple. C'est en général, quand on a un problème au niveau des reflux gastro-œsophagiens, c'est qu'on n'arrive pas à digérer quelque chose. Ça fait sens. On ouais, n'arrive pas à digérer quelque chose. Et en fait, tu n'arrivais pas à digérer la situation dans laquelle tu étais professionnellement parlant. Et donc, du coup,
ça remonte. Tu peux pas digérer. Et donc, c'est très, très important de comprendre cette relation extrêmement fine qui existe entre le plan mental, émotionnel et physique. Et c'est que tout ça, ça t'influence sur le plan physique et ton corps, du coup, va être l'expression de l'explication. En fait, c'est vraiment l'explication. C'est, ah, tiens, t'arrives pas à digérer ce qui se passe dans ta vie, et ben, boum, t'as des reflux. Après, ça peut venir aussi de plein de facteurs différents. Et tu peux avoir une fatigue de l'estomac, c'est-à-dire que l'estomac a trop fatigué, ça arrive avec des gens qui sont un peu plus âgés aussi ou des gens qui ont trop forcé dans la vie. Ben, tu as l'estomac qui fatigue, qui crée plus suffisamment d'acide en fait, et qui arrive plus. Et donc du coup, en fait, il n'y a pas une suracidité gastrique comme on croit, mais en fait, il y a un manque d'acidité gastrique parce que l'estomac, il n'arrive plus à produire l'acide chlorhydrique, il n'arrive plus. Et dès que tu manges un truc trop acide ou quoi, bah, ça renvoie un espèce de trucs, voilà, c'est un reflux. Donc ça, c'est les deux causes en général. Et allez, dans 90% des cas, la cause est plutôt émotionnelle. D'accord. Voilà. Donc je pense que dans ton cas, c'était ça. Et je pense que progressivement, tu pourrais, vu qu'à mon avis, tu fais très attention à ton alimentation aujourd'hui, vu que tu as l'air quand même d'être très, très sensible à Alors, tout ça. je fais attention, sauf parfois, c'est vrai que j'ai un problème. Et pourtant, je le sais. Mais quasiment tous les jours, je bois un Red Bull. Et je sais que c'est pas bien, moi-même, je le dénonce, mais je te jure que quand je vais dans un magasin, je ne peux pas m'empêcher d'aller acheter un Red Bull. Alors, sans édulcorant, mais je ne sais pas pourquoi. Même quand je veux pas y aller, j'y vais. Et je dois être accro, mais Mhm. Il faudrait savoir qu'est-ce qui, entre guillemets, à quoi tu l'associes inconsciemment, en fait. À quoi tu associes le fait d'acheter ce Red Bull et de le consommer. Peut-être à quelque chose, du coup, qui te fait beaucoup de bien et qui fait qu'en conséquence, tu l'achètes, quoi. Il faudrait chercher un peu plus en profondeur à quoi c'est associé. Mais ouais, ouais. il y a un mécanisme, c'est certain. Mais voilà, effectivement, si c'est un Red Bull par jour, effectivement, c'est pas terrible. Surtout qu'en plus, effectivement, c'est un peu boostant pour l'organisme. Hein, si tu pouvais essayer de faire une fois tous les 2 jours, tu vois, déjà. Ben, parfois, ça m'arrive, mais en général, on va dire que 5 fois par semaine, j'y échappe Ouais. pas, quoi. Ouais. Bon, écoute, c'est en processus. Tu peux pas changer tout du jour au lendemain comme ça. Tu le sais, ça va se faire. Mais ouais, en général, c'est ça. En général, j'arrive pas à digérer quelque chose qui se passe dans ma vie. Je gère ce quelque chose que j'arrive pas à digérer dans ma vie. Je change de boulot. J'agis sur ce boulot. J'agis sur ma perception de ce boulot et ça va mieux. Voilà. Et donc, si possible, effectivement, essayer de voir ce que ça fait sans prendre trop des médicaments ou sans, voilà. Ben, j'ai essayé plusieurs fois. Et en fait, quand j'arrête les oméprazole, Mm. pendant 3, 4, 5 jours, je me sens bien. Et après, au bout de ouais, 5, 6 jours, je commence à avoir des très, très grosses douleurs à l'estomac. Vraiment des trucs insupportables, quoi. Et Alors, deux même choses à quand faire. j'arrête les oméprazole, mais je prends quand même des probiotiques, mais que les probiotiques, ça me suffit pas. Donc, Deux choses à faire. La première, réduire les apports en acide. Donc, un dans petit le peu moins Red de Bull, protéines, un peu moins de Red Bull, un peu moins de protéines de manière générale, parce que c'est ton estomac qui les digère essentiellement, les protéines. Donc, un peu moins acide aussi. Un peu moins de tomates, fruits rouges, agrumes, tout ça t'évite au maximum. Et à partir de là, tu augmentes la proportion de fruits et légumes crus. Parce que dans les fruits et légumes crus, il y a, alors attention, pas les fruits acidifiants non plus, hein, mais voilà, banane, ça va, tu vois, des trucs un peu plus denses, quoi, tu vois. Pas fruits rouges, pas tomates, pas tout ça. Et tu augmentes un petit peu cette proportion de cru parce que dans le cru, il y a des enzymes digestives qui vont aider la digestion de tes aliments dans ton estomac et qui vont du coup faciliter son travail. Donc, réduction des acides alimentaires qui créent les reflux et qui les exacerbent, pardon, et augmentation du cru. Légumes crus notamment, si possible. d'accord. Voilà, ça devrait te faire beaucoup de bien. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour les Je t'en conseils. prie. Je t'en prie. Et ensuite, dernière question. Quel est ton conseil? Non, quel est ton meilleur conseil pour être et pour rester en bonne santé? Ok, on va revenir sur ce truc dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la fameuse barre d'énergie. Donc déjà, être en bonne santé, c'est comprendre que ton organisme, il a un niveau d'énergie donné et que si tu lui demandes plus que ce qu'il a,
tu vas créer un déséquilibre. Donc déjà comprendre ça. Et savoir que la plupart des obligations qu'on a dans la vie, bah, on se les crée soi-même. Donc essayer de mieux organiser son mode de vie en planifiant ses tâches, en les mettant notamment dans une matrice que j'appelle urgent important, c'est la matrice de Eisenhower. C'est en gros, tu classes tes tâches en c'est urgent, important, pas important, urgent, pas important, enfin bref. Tu classes ça et en fonction de ça, bah, tu priorises. Comme ça, au moins, ça te permet de relâcher déjà au niveau de la pression que tu peux mettre sur ton organisme et du coup, de l'énergie que tu dépenses à penser en permanence à toutes ces tâches-là. Ça, c'est le premier conseil. C'est donc vraiment la gestion de l'énergie tant sur le plan physique que émotionnel que mental. Et la deuxième chose, c'est manger sain, évidemment, avoir un mode de vie sain, bien dormir, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment arriver à se sentir bien dans sa vie. Ça veut dire faire un maximum de choses en accord avec notre cœur. Je fais des choses qui me plaisent. Si toute ma vie, je fais des choses à contre-cœur, je ne peux pas être en bonne santé. Alors que si je fais des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, mon travail me plaît, alors on peut rester en très très bonne santé et même si on n'a pas une alimentation au poil de nouilles, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment presque le plus important en fait. Parce que en général, la santé, ça fait haut, bas, c'est-à-dire que ça fait mental, émotionnel et ça descend dans le physique. Mais si le mental et l'émotionnel vont bien, tu peux avoir presque, j'exagère, hein, mais un mode de vie physique pas terrible, bah tu seras quand même en relativement bonne santé. D'accord. Voilà. Donc c'est toujours cet équilibre à tous les niveaux. Et évidemment que bien dormir, bien manger, bien boire, s'exposer au soleil, bien respirer, tout ça, ça a une influence énorme, évidemment. D'accord, très bien. Mais écoute, Voilà, ce merci seraient mes beaucoup. meilleurs conseils. Ça Avec grand marche. plaisir. Merci énormément, Guillaume, et à Avec bientôt. plaisir. Merci à toi. À très bientôt. Merci.